Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'état de l'armée française en 2025. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé en Ukraine en 2022, beaucoup de questions se posent sur nos capacités militaires ici en Europe. On va s'appuyer notamment sur une analyse vidéo assez détaillée pour y voir plus clair. L'idée, c'est vraiment de comprendre de manière factuelle les forces, les faiblesses. Sans tomber dans l'alarmisme, on laisse de côté les scénarios d'invasion russe en France que la plupart des experts jugent peu crédibles. Et la question d'envoyer des troupes en Ukraine, ça c'est un autre débat politique, on n'ira pas là-dedans. Alors, comment ça se présente concrètement? Cette armée française, où en est-elle? Si on regarde vite fait en arrière, l'armée de Napoléon, redoutable, puis la Grande Guerre, la mobilisation énorme, 8 millions d'hommes, et patatras, 1940, la défaite est claire. La stratégie a clairement évolué depuis. Ah oui, aujourd'hui, les chiffres n'ont plus rien à voir. On parle d'environ 200 000 militaires d'actifs et à peu près 41 000 réservistes. C'est beaucoup par rapport aux voisins? C'est plus que la plupart des pays européens, oui. Mais fait intéressant, c'est un peu moins que la Pologne, qui, elle, met le paquet sur le réarmement face à la Russie et à la Biélorussie. D'accord. Et côté matériel, on a quoi en magasin? Charles Leclerc, Rafale. C'est ça. Leclerc, Rafale, des sous-marins nucléaires d'attaque, les SNA, et aussi les SNLE pour la dissuasion. Et puis, le porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, ça c'est assez rare. Il n'y a que les États-Unis qui ont ça aussi. Impressionnant sur le papier. Oui, mais... Et c'est là qu'on entend souvent parler d'armée bonsaï. C'est une image, quoi. Armée bonsaï, c'est-à-dire? L'idée, c'est qu'elle a toute la panoplie technologique. Tout ce qu'il faut comme une grande puissance. Mais en quantité assez réduite. Un journaliste spécialisé donnait une estimation. Ah oui? Il disait qu'elle pourrait tenir un front de, disons, 80 km. Bon, si on compare aux 1000 km du front ukrainien, voilà, ça donne une idée de l'échelle. D'accord. Mais alors, pourquoi cette taille réduite? C'est un choix? Les sources expliquent ça par le concept de deal stratégique. En gros, la France, depuis la fin de la guerre froide, se voit entourée d'alliés, sans menace terrestre directe à ses frontières. Mhm. Du coup, ça a permis de faire des économies après 1991 sur les effectifs, sur certains matériels lourds, et puis il y a eu toute l'évolution vers la techno, la modernisation. Justement, la modernisation. Le Rafale, c'est un peu le symbole de ça, non? Tout à fait. Il est polyvalent, il est performant, et surtout, il est français. Dassault Aviation. Ça, c'est un gage d'indépendance important. Indépendance. Oui, par rapport aux Américains, par exemple. Eux, ils peuvent parfois bloquer des mises à jour ou l'utilisation de certains armements sur les avions qu'ils vendent. Avec le Rafale, la France garde la main. Ok, clair. Mais cette indépendance, elle est partout, hein. Pour les drones, par exemple? Ah, là, c'est moins évident. On utilise le MQ-9 Reaper, qui est très performant, mais il est américain. D'accord. Et surtout, il y a eu un vrai retard sur les petits drones, les FPV, les drones kamikazes qu'on voit massivement en Ukraine. Le ministre des Armées lui-même a parlé d'un échec collectif sur ce coup-là. Ah ouais, quand même. Bon, a priori, le futur avion de combat franco-allemand, le SCAF, devrait intégrer un drone de combat furtif pour attraper un peu ça. D'accord. Et puis, il y a l'industrie de défense française, qui est un acteur majeur mondialement, deuxième vendeur d'armes, c'est ça, hein? Oui, c'est un poids lourd. Les Rafales s'exportent bien, les canons César aussi, ça représente des milliards. Plus de 18 milliards d'euros en 2024 pour les entreprises françaises du secteur. Et l'État soutient ça, j'imagine. Bien sûr. L'État finance l'innovation, il donne son accord pour les exportations, il a un droit de veto, mais attention, ce sont bien des entreprises privées qui vendent. Nuance importante. Oui, et puis les sources rappellent aussi que vendre des armes, ça ne suffit pas à créer des alliances en béton. Regarde les tensions actuelles entre les USA et l'Europe, malgré des décennies de vente d'armes américaines ici. Et l'aspect éthique aussi, parfois? Effectivement, il y a eu des controverses, notamment sur des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, qui auraient été utilisées au Yémen contre des civils. Le gouvernement français a toujours démenti, mais bon, c'est complexe. Un autre pilier absolument central? La dissuasion nucléaire. Fondamental, oui. La France l'a obtenue dans les années 60. Bon, avec des essais controversés en Algérie puis en Polynésie, il faut le dire, mais ça la place dans le club des puissances nucléaires officielles. Et la doctrine, c'est quoi aujourd'hui? C'est la stricte suffisance, c'est-à-dire qu'on a moins de têtes nucléaires qu'au pic de la guerre froide, environ 290 aujourd'hui, contre plus de 500 en 1991, mais la capacité est jugée assez crédible pour dissuader une attaque majeure contre nos intérêts vitaux. Donc, l'invasion du territoire, grâce à ça, très improbable. Très improbable, oui. C'est l'assurance vie ultime, quoi. Et on a les alliances aussi, l'OTAN, l'Union européenne, le fameux article 5 de l'OTAN, la défense mutuelle. En théorie, oui, une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais en pratique, C'est pas automatique, hein? non. Rien n'oblige formellement un pays à envoyer ses troupes.
ça dépend de la volonté politique du moment. Et on a vu les déclarations de Donald Trump. Oui, sur le fait de ne plus défendre les pays qui ne payent pas leur part, les 2% du PIB. Exactement. Et quand on sait que les États-Unis représentent environ 70% du budget militaire de l'OTAN, perdre cet allié, ça inquiète forcément en Europe. Du coup, l'UE a annoncé des plans de réarmement, des centaines de milliards d'euros, surtout en prêts, pour pouvoir dissuader la Russie par elle-même si besoin. Et la France dans tout ça? Elle atteint les 2%? Oui, la France y est, et elle augmente même fortement son budget avec la loi de programmation militaire. On passe de 190 milliards sur la période précédente à 413 milliards d'euros pour 2024-2030. Une sacrée augmentation. Ça doit faire débat, non? Bien sûr, ça pose des questions sur les priorités, la défense face à la santé, l'éducation. C'est un débat de société classique. En tout cas, l'industrie essaye de suivre, Dassault veut augmenter la cadence des rafales, et l'objectif est de doubler le nombre de réservistes. Mais ça recrute facilement, hein? Justement non, c'est un vrai défi apparemment. L'armée peine à attirer et à retenir, malgré les efforts. D'accord. Un dernier point, peut-être, qu'on n'a pas encore abordé, la cyberguerre. Ah oui, crucial aujourd'hui. On a vu l'exemple russe en Ukraine. Ils ont paralysé des communications satellites juste avant l'invasion terrestre. Le but, c'est de désorganiser un pays, de perturber ses infrastructures critiques. Et la France est prête pour ça? Elle s'y prépare. Elle a créé le ComCyber, le commandement de la cyberdéfense en 2017, pour se défendre, mais aussi pour mener des actions offensives dans le cyberespace si nécessaire. Et la France a elle-même déjà subi des attaques, attribuées parfois à d'autres puissances. Bon, si on essaye de résumer tout ça, on a une armée française qui est technologiquement avancée, pas de doute là-dessus, mais avec des effectifs et des volumes limités. Cette fameuse armée bonsaï. C'est un peu l'image, oui. Avec une dissuasion nucléaire qui reste un atout majeur très fort. Des alliances importantes, OTAN et UE, mais dont la solidité future pose question, surtout côté américain. Mhm. Énormes investissements sont en cours pour moderniser et augmenter les capacités via la LPM. Mais il y a des défis. Les drones, le recrutement, et puis cette dimension cyber qui est devenue absolument centrale. Exactement. Et ça soulève une question plus large pour la suite, je trouve. Au-delà des matériels et des chiffres, face à des menaces qui changent tout le temps, des alliances peut-être moins sûres qu'avant, et cette montée en puissance du cyber, quel type de puissance militaire la France veut-elle vraiment être dans les années qui viennent? Est-ce que c'est la quête d'une autonomie stratégique complète, Ou plutôt un rôle moteur en Europe? ou peut-être une posture différente, redéfinie par toutes ces nouvelles réalités? C'est une réflexion qui dépasse un peu nos sources du jour, mais qui est essentielle pour comprendre la direction prise. Une question ouverte donc. Merci pour cet éclairage.